Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la preview de l'UFC 309. Donc avant de passer au prono, je vais dire un petit mot général sur la carte. Ce n'est pas une très bonne carte selon les standards du Madison Square Garden, donc selon ce qu'on attend de ce qui est souvent présenté comme l'événement phare de l'année, c'est-à-dire les venues à New York. Ce que je reproche à cette carte de l'UFC 309, au-delà de la densité de la soirée, c'est aussi que la carte préliminaire semble avoir été bâtie par l'homme le plus nostalgique de la Terre, Jim Miller, Chris Weidman, Mikey Gall, et c'est pas comme s'ils affrontaient des jeunes prospects non plus. Ils affrontent souvent des mecs sans intérêt ou vieillissant eux-mêmes, bref, ça manque de jeunes prospects en devenir qui pourraient un peu bénéficier d'un push médiatique en combattant sur une carte de John Jones, comme ça se fait beaucoup, comme ça devrait se faire finalement. Il y en a quelques-uns, évidemment, Bonical, Mauricio Fury, on va en reparler, mais globalement la carte préliminaire est vraiment anecdotique, et évidemment Charles Oliveira contre Michael Chandler me fait saliver d'avance, comme tout le monde d'ailleurs, mais pour ce qui est du combat principal, on va en reparler plus tard, mais il y a plusieurs facteurs qui me dérangent, et mon intérêt pour le combat n'est pas au plus haut en toute sincérité. Tout ça pour dire que je suis assez mitigé sur la carte de l'UFC 309, je la trouve pas au niveau de l'événement qui est une soirée au Madison Square Garden, et je suis foncièrement intéressé que par quelques combats, donc on va en parler de 5-6 je crois. On va ouvrir cette preview avec le combat entre Marcin Tybura et Jonathan Diniz. On ouvre avec un combat de beau bébé. Marcin Tybura, 39 ans, condamné à errer autour du top 10 de l'UFC. Il s'en sort contre les mecs vraiment moyens de la promotion, mais dès que le niveau technique s'élève un petit peu, il y a plus grand monde. C'est le gardien officiel de la porte du top 10. Pour résumer, je crois pas qu'il soit très bon, mais il est juste assez bon pour battre tous ceux qui sont mauvais. Jonathan Diniz, toujours invaincu, seulement 8 combats à 33 ans, mais c'est pas parce qu'il s'y est mis sur le tard, il a eu une longue carrière dans le kickboxing, où d'ailleurs il était un petit peu le Marcin Tybura du kickboxing mondial, donc finalement c'est un combat qui a plein de sens. Combat très indécis sur le papier, notamment parce que beaucoup de combats de poids lourds se jouent à pile ou face. Jonathan est correct sur les pieds, même bon, surtout pour un poids lourd, bon jab, bonne pression, mais il y a un gros mais quand même, sa défense de lutte est cataclysmique, il s'est fait amener au sol par Austin Lane, il s'est fait amener au sol par Carl Williams, il s'en est sorti parce qu'ils sont tous les deux négatifs au sol, mais Tybura a montré des semi-promesses dans le domaine, notamment contre Tai Tuivasa. Ce que je dirais de positif sur Diniz, c'est qu'il a eu l'air relativement frais dans le troisième round contre Williams, il choisit bien ses coups, mais il s'est fait rattraper par ses lacunes en grappling et globalement par un manque d'expérience aussi, ça s'est vu contre la cage. Je vais quand même pronostiquer une victoire de Diniz, je vais lui faire confiance pour avoir bossé sérieusement son grappling, surtout défensivement. J'espère qu'il est allé se parier ailleurs qu'à la Santa Fe Team parce que sont quand même beaucoup dans le pied-point là-bas, mais enfin bref. Diniz, pression, volume, accumule les jabs sur la tête de Tybura. Tybura, il a 39 ans, il est moins mobile qu'avant. J'ai le sentiment que Diniz a la puissance pour le finir dans le second round peut-être. Voilà, j'espère surtout parce qu'il est temps de voir des nouvelles têtes dans le top 10 et peut-être aussi motivé par ça mon prono, mais j'ai vraiment l'impression que Jonathan Diniz, voilà, c'est un bon striker, solide. Il n'y a plus qu'à espérer qu'il ait bossé un petit peu défensivement en grappling et je pense que ça devrait le faire. On passe pour conclure la carte préliminaire au combat entre Jonathan Martinez et Marcus Magui, un bon combat pour conclure la carte préliminaire d'ailleurs. Jonathan Martinez a vu sa série de 6 victoires stoppée par José Aldo en mai, il est toujours 13e chez les poids coqs et Marcus Magui progresse doucement dans la hiérarchie mondiale, il est sur sa propre série de 5 victoires de suite et il est toujours invaincu à l'UFC, mais avec seulement 10 combats professionnels à 34 ans, je doute qu'il y a un grand avenir pour lui dans le sport. Alors pour ceux qui font parallèle avec Diniz, c'est pas les mêmes catégories de poids, c'est pas vraiment la même chose. Chez les poids coqs, si t'arrives avec 10 combats pro à 34 ans, c'est un peu compliqué. On revient à ce que j'ai dit en intro d'ailleurs, rapidement sur la carte, pourquoi ne pas mettre un jeune prospect là, à cette place? Enfin bref, je perçois ce combat comme un combat de relance pour Martinez. Marcus Magui est bon, de toute façon il n'y a que des gars au moins bons à ce niveau-là en poids coq de toute façon. Bon striking, bon volume, très bon système défensif en striking d'ailleurs. Il se fait pas toucher tant que ça Magui. C'est un combat qui va se dérouler sur les pieds essentiellement, selon moi, à part s'il y en a un des deux qui s'est mis à la lutte extensivement depuis. Je sais que Magui il aime bien lutter, il l'a fait dans son dernier combat, mais selon moi ça avait plus à voir avec le fait que son adversaire soit très statique que le fait que lui ce soit vraiment un lutteur. D'ailleurs, la raison pour laquelle je pense que ça va se passer que sur les pieds, c'est que non seulement Martinez a une bonne défense de lutte, mais qu'en plus il est très évasif comme combattant. La façon dont je perçois le combat, c'est que je pense que ça va être un peu des à toi à moi. Je crois que Martinez, il a plus d'impact dans ses coups, il a un meilleur menton, ses low kicks font mal et il a montré contre Yanez qu'il était très patient aussi. Le problème que j'ai en regardant ce combat de plus près, c'est que c'est une vraie montée de niveau d'opposition pour Magui. Je l'ai vu dominant dans ses combats, appliqué jusque-là, une bonne puissance dans les mains, mais c'était contre des adversaires d'un niveau relativement faible. Je suis pas sûr que Martinez le laisse s'installer dans le combat, il est pas statique, il va pas s'engager bêtement comme Bolanos et globalement j'attends une victoire appliquée mais un peu ennuyeuse de Martinez ce week-end et je pense qu'il va dominer chacun des 3 rounds jusqu'à une décision. Ce sera mon prono en tout cas. Martinez, plus de volume, plus de pression, prend le contrôle de la cage, prend le contrôle du combat, beaucoup de low kick et il s'envole vers une décision.
On passe à Mauricio Ruffi contre James Longtop. Alors c'était pas l'adversaire prévu pour Mauricio, mais Charlie Campbell a dû se retirer du combat. Ruffi fait partie des Fighting Nerds avec Caio Borralho, Jean Silva et Carlos Prates, vous savez, un peu cette nouvelle équipe au Brésil qui fait parler. Sincèrement, je peux me tromper, évidemment, comme d'habitude, mais selon moi, c'est le plus gros différentiel de niveau de la soirée, sur le papier. Respect à James, il accepte un combat en short notice contre un gros prospect, et ça doit pas se pousser au portique pour affronter Ruffi. La raison pour laquelle ce combat est sur la carte principale, c'est parce que l'UFC croit en Ruffi et croit en sa team d'une manière générale, et surtout parce que tout le monde attend un finish ici. Je vais pas faire de gros suspense, je pense que ce sera le cas. Je crois pas que Ruffi soit insurmontable, je crois pas que Jean Silva et Carlos Prates ne soient non plus d'ailleurs, mais l'UFC 309 n'est pas le jour où on verra une première fissure chez nos amis brésiliens, selon moi. Défaite au premier round contre Padilla en avril, défaite par décision contre Borchev en août, lors de laquelle il a pris des gros dégâts. James, ce combat, ça ressemble à s'y méprendre à un combat que l'UFC le force à prendre en mettant un peu son contrat dans la balance. Faut pas trop croire que ça va être récompensé d'ailleurs, puisque Jake Hadley s'est fait virer alors qu'il venait d'accepter un short notice il y a à peine quelques semaines. Bref, Mauricio Ruffi, trop puissant, trop véloce, trop rapide. Je pense qu'il va faire très mal à James très rapidement et que ça ne passera pas le premier round. Ce sera mon prono en tout cas. Mauricio Ruffi, finish premier round. Voilà. On passe au prospect le plus en vue du moment, Bonical contre le pourfendeur de futur champion du monde Paul Craig, et c'est un combat intéressant. Combat intéressant parce que c'est pas le genre d'adversaire que j'aurais mis à Beau si j'étais l'UFC, mais bon ça passons, je suis pas l'UFC, parce que Paul Craig il est un petit peu capable de tout, c'est-à-dire littéralement il bat Ankalaev, il bat Jamal Hill, mais il se fait mettre KO par Tyson Pedro et par Alizo Menenfield. Bref, sa carrière elle a absolument aucun sens, et on a un peu l'impression que c'est au gré de son humeur et en fonction de l'heure de son réveil un petit peu. C'est ce caractère un petit peu aléatoire qui fait que je trouve curieux que l'UFC l'ait choisi lui pour Beau, mais enfin, c'est un bon test à n'en pas douter. C'est aussi une grosse montée en compétition pour Nical, il vient d'affronter Val Woodburn et Cody Brundage, et d'un coup il rencontre un mec avec beaucoup plus d'expérience du haut niveau, qui était classé il y a peu, mais, parce qu'il y a un gros mais bien sûr, pour toute l'expérience du haut niveau qu'il a, il est à chier sur les pieds, pas mauvais, il est à chier, son temps de réaction en striking, sa sélection de coups c'est juste mauvais. Paul c'est un gars du sol, il n'y a pas d'autre façon de le dire, c'est même pas un gars de la lutte, c'est un gars du sol, il a un peu le syndrome d'Olidze. Contre Borralho, il a envoyé le même kick pendant tout le combat et il a pris le même crochet au visage à chaque fois, c'est incompréhensible, donc voilà. Mon conseil ultime pour Bonical qui va absolument révolutionner votre façon de considérer le MMA. Attention, j'espère que vous êtes prêts. Défends la lutte médiocre de Paul Craig avec ta lutte d'élite et allume-le sur les pieds. Ne te laisse pas coller contre la cage et allume-le sur les pieds. Beau est meilleur que Paul Craig, c'est comme ça. À part si l'Écossais nous ressort un truc magique, je vois pas un monde où il peut gagner ce week-end. Attention, je suis pas vraiment convaincu par Bonical. Il affronte un niveau d'opposition extrêmement faible. Il a largement dominé Cody Brundage, certes, mais c'était pas une démonstration non plus. Et Cody Brundage, c'est du très faible niveau. Je vais pronostiquer une victoire par finish dans le second round pour lui, un TKO après avoir usé Craig qui en plus revient d'une grosse défaite en mai, mais attention quand même, pas convaincu encore. On passe au co-main event, le combat que tout le monde attend sur cette carte, le combat qui fait l'unanimité, le seul de cette carte d'ailleurs, la revanche entre Charles Oliveira et Michael Chandler. Je vais me retenir de faire des blagues sur les 2 ans d'attente de Chandler parce que ce serait un petit peu cruel, mais Michael, on ne place jamais sa confiance dans la fiabilité d'un toxicomane, j'espère que tu en es averti désormais. Ça devrait être un super combat le temps que ça va durer, je dis ça en partant du principe bien sûr que Chandler ne s'est toujours pas acheté de cerveau. De toute façon, les comptes sont vides depuis 2 ans, donc je sais pas comment il aurait pu. Mais je vais pronostiquer une victoire de Charles Oliveira par soumission. Je n'aime pas le fait que Chandler a été inactif aussi longtemps. Je sais qu'il s'est maintenu en forme physique et qu'il a fait 45 ans de préparation pour Conor. Mais être dans la cage, avoir une date et s'y préparer, c'est différent. Je pense qu'il va arriver prêt à mettre le bouillon. Comme d'habitude, il va cogner fort dans le premier round. Il va peut-être même faire un petit peu mal à Oliveira qui aime bien se prendre des petits knockdowns à droite à gauche, ça le réveille. Mais je pense pas qu'il puisse le finir. Je crois qu'Oliveira est devenu meilleur depuis la première fois qu'ils se sont affrontés, beaucoup plus patient. Il était sur une belle série, donc la première fois qu'ils se sont rencontrés, mais entre-temps, il a participé qu'à des combats de très très haut niveau et il a montré que du très très haut niveau, même s'il en a perdu. C'est comme ça. Je crois que Chandler fait trop d'erreurs, il a 38 ans, son dos traîne trop souvent, son capital divertissement est presque inégalable dans la division, mais il finit toujours par perdre contre un adversaire de très haut niveau. J'avais pas grand espoir en Chandler la première fois qu'ils se sont affrontés et j'ai du mal à croire que le niveau entre les deux a pu se resserrer d'une façon ou d'une autre. Je pense qu'Oliveira va choper son dos, le soumettre dans le second round. J'attends un combat explosif, disputé pendant un temps, mais Oliveira n'est plus un combattant qu'il est simple de finir, n'est pas Islam Makhachev qui veut. Oliveira, soumission, second round. On passe au main event, peut-être le combat qui a fait couler le plus d'encre cette année, John Jones contre Stipe Miocic. D'abord, je me sens mal pour Stipe, il veut juste prendre ses sous et avoir une dernière chance au titre, et il se retrouve un peu embarqué dans un battage médiatique qui finalement ne le concerne pas tant que ça, il a juste accepté un combat finalement. Ensuite, je comprends le choix de John tout bonnement parce que j'aurais fait le même à sa place, mais son incapacité à l'assumer et le dédain avec lequel il traite Aspinall, ça m'agace un petit peu. Je pense qu'il est incapable de dire les choses comme elles sont et c'est un peu agaçant. Donc, disons les choses comme elles sont. Ce combat
combat a été signé depuis longtemps. Ça n'a jamais empêché l'UFC de changer les combats et ce n'est pas une vraie excuse. La réalité, c'est que Jon a déjà bâti sa carrière, qu'il a plus rien à prouver à personne, et ça c'est factuel, et qu'évidemment que Stipe c'est moins bourbier que Thomas Spinal sur le papier, et évidemment que c'est la raison pour laquelle il l'a choisi. Je respecte Stipe, à son prime il y a un vrai argument pour dire que c'était le meilleur poids lourd de tous les temps, mais il a 42 ans, un corps cassé par l'accumulation des combats, il n'a pas combattu depuis 3 ans et demi, pas remporté un combat depuis plus de 4, et même s'il est sûrement encore en forme parce qu'il est pompier à l'année, c'est pas du combat ça. C'est louable, on respecte énormément parce que c'est un métier très respectable, il est au service de sa communauté, mais c'est juste pas la même chose. Sur les pieds, c'est évidemment un meilleur boxeur que Jon, mais je suis pas sûr que Jon va s'embarrasser de beaucoup de striking ce week-end. Jon, c'est non seulement un combattant exceptionnel, mais c'est surtout un combattant vicieux. Il a beaucoup parlé de la légalisation des descentes de coude, donc je pense qu'il va les sortir. Il a ses kicks obliques qui sont littéralement faits pour rompre les os de ses adversaires. J'ai vraiment peur que ça se finisse mal pour Stipe d'ailleurs. Je vais pas m'éterniser sur ce combat. Victoire de Jon par KO, il a 5 ans de moins, il est meilleur. Il a prouvé qu'il était encore largement au niveau après sa longue absence, et à chaque apparition de Stipe, son état me fait peur. J'ai pas confiance en Miocic pour arriver au plus haut niveau. J'ai pas confiance en lui pour se rendre compte qu'il est plus au plus haut niveau. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas, tous les signaux vont dans cette direction-là. Jon Jones, finish dans le second round. Si je devais vraiment parier sur une méthode, je dirais qu'on verrait peut-être un combat similaire à Gann, parce que finalement, c'est la méthode qui marcherait le mieux en poids lourd pour Jon. Voilà. Jon Jones, deuxième round, on va dire. Et voilà. Voilà mon avis en gros sur l'UFC 309. C'est pas une carte que j'attends énormément, probablement que je me réveillerai que pour la carte principale. Et en tout cas, voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. La semaine d'après, il y a une carte vraiment aux horaires magnifiques de 9 à 15h, c'est fantastique, on en reparlera. Et en tout cas, prenez soin de vous et à la prochaine.